Bien qu'ils diffèrent sur une définition, les États-Unis, le Japon et maintenant l'Union européenne ont tous récemment reconnu la nécessité de la sécurité économique. Nous allons voir que c'est un terme imprécis qui fait référence au renforcement des intérêts nationaux d'un point de vue économique. Alors que les États-Unis et le Japon ont adopté une politique industrielle pour atteindre cet objectif, l'approche de l'Union européenne l'a largement ignorée jusqu'à présent. Entre volonté de rester un acteur pertinent et d'éviter la cannibalisation totale de son secteur industriel et technologique, l'Union européenne se retrouve face à une impasse. Aujourd'hui, chez Terabellum, comment l'Union européenne peut-elle sauver son industrie face à la Chine ? Mieux vaut tard que jamais. En juin, la Commission européenne a publié une communication sur une approche de l'Union européenne visant à renforcer la sécurité économique, qui se concentre sur la minimisation des risques découlant de certains flux économiques dans le contexte de tensions géopolitiques accrues. Cela a été suivi d'une recommandation publiée en octobre appelant à une évaluation des risques dans 4 domaines technologiques qui présentent les risques les plus sensibles et immédiats liés à la sécurité technologique et aux fuites technologiques. Fin de citation. À savoir l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'informatique quantique et la biotechnologie. Ces déclarations ainsi qu'un discours antérieur prononcé en mars par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, marquent le point de départ d'une stratégie de sécurité économique de l'UE qui sera élaborée avec les États membres au cours des prochains mois. Pourtant, une tendance inquiétante peut déjà être discernée dans la façon dont l'UE envisage la sécurité économique. La sécurité économique implique à la fois la protection et la promotion des technologies, mais l'UE se concentre sur la première, ne prétend qu'un soutien de pure forme à la concurrence, peut-être parce que cela contredirait ses fondamentaux néolibéraux, plutôt que d'utiliser le cadre politique prometteur de la sécurité économique pour repenser l'organisation de l'économie et améliorer la compétitivité économique. L'approche de l'UE est trop étroitement axée sur la réduction des risques. En revanche, les États-Unis et le Japon ont mis l'accent sur la politique industrielle et la politique de concurrence au service de la sécurité économique, même si Washington, lui aussi, pourrait tomber dans le même piège que l'UE dans sa compréhension évolutive du concept. En conséquence, tant de l'Union européenne qu'aux États-Unis, un cadre politique prometteur risque de se couvrir prématurément. Les potentiels points de tension. La sécurité économique est plus qu'un exercice technocratique, et pour l'UE, il existe de nombreux points de friction potentiels sur la direction qu'elle devrait prendre. Quelle mesure l'UE devrait-elle s'écarter de ses principes fondateurs du libre-échange au nom de la sécurité économique ? Quelle mesure l'UE devrait-elle s'aligner sur les États-Unis, ou s'aligner contre la Chine ? Il est à noter que même si le discours sur la sécurité économique prononcé en mars par la présidente von der Leyen portait spécifiquement sur les relations UE-Chine, la Chine a été absente des messages ultérieurs de la Commission européenne. D'autres complexités politiques, voire des tensions, ressortent à la surface lorsqu'il s'agit d'aborder la sécurité économique. Celle-ci découle de la structure unique de l'Union européenne, ils concernent l'équilibre des pouvoirs entre les États membres de l'UE et la Commission européenne, et sont au centre du débat politique. La question est de savoir qui possède les soi-disant compétences pour mettre en œuvre et contrôler ces nouvelles politiques de sécurité économique. La Commission, dont le mandat inclut la politique commerciale internationale, ou les États membres, dont le mandat inclut la défense. Qui aura le budget ? Qui gouvernera réellement ? N'hésitez pas à mettre vos suppositions dans les commentaires. Au milieu de ces débats tourbillonnants et de ces jeux de pouvoir, les projets visant à développer les technologies critiques par le biais de la politique industrielle sont largement absents de manière concrète. Bien que la compétitivité soit évoquée dans les communications de la Commission, la manière d'y parvenir reste vague. Contrairement aux recommandations relatives à l'évaluation des risques, il met l'accent sur la réduction des risques. Le cadre européen de sécurité économique en développement est essentiellement défensif plutôt qu'offensif. Il s'agit en grande partie de protéger les technologies d'aujourd'hui par le biais de contrôles sur le transfert de technologies ou d'outils similaires, plutôt que de promouvoir les technologies de demain par de nouvelles politiques et financements industriels. C'est pour cette raison que la prospérité de l'Union européenne et en fin de compte sa sécurité économique reste vulnérable à long terme. Des alliés précurseurs. Le Japon et les États-Unis ont, à bien des regards, influencé l'approche de l'UE, souvent littéralement, par le biais de séances d'information. Il existe cependant des distinctions essentielles en ce qui concerne les objectifs politiques généraux de leur plan. Alors que les politiques de sécurité économique au Japon incluent la promotion d'industries critiques, d'avenir aux moyens de subvention, ce n'est pas le cas dans l'UE. Le Japon adopte de telles politiques sans réserve, contrairement à l'Union européenne, a écrit Mathieu Duchâtel, chercheur et directeur des études internationales à l'Institut Montaigne à Paris. Les mesures pro-industrielles de la stratégie de sécurité économique de l'UE sont, selon Duchâtel, timides. L'accent est plutôt placé ailleurs. Le débat étant centré sur la question de savoir dans quelle mesure la Commission, par opposition aux États membres, devrait prendre l'initiative de dresser la liste des technologies critiques et de coordonner les contrôles des exportations et des investissements sortants, qui relèvent traditionnellement de compétences nationales souveraines en matière de technologie. Le débat est intense pour citer Duchâtel.
Il existe également un débat idéologique autour du principe ordolibéral de l'UE, selon lequel le marché, tant qu'il existe une concurrence suffisante, devrait dicter les résultats économiques. L'UE se distingue également par ses 4 libertés néolibérales, la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité économique, tout cela est réexaminé. Imposer des restrictions au commerce à des fins politiques et sécuritaires est certainement un renversement de l'approche allemande de longue date, où le commerce avec des régimes autoritaires était masqué par la politique connue sous le nom de changement par le commerce. C'est ce principe qui a rendu l'Allemagne fortement dépendante de la Russie pour son énergie. La question est de savoir jusqu'où ira cette refonte économique, a-t-il ajouté. Il existe certainement une convergence de vues entre l'UE et les États-Unis sur l'importance de s'attaquer à la résilience de la chaîne d'approvisionnement ou sur la nécessité de nouvelles politiques commerciales. Mais cela n'est pas vrai lorsqu'il s'agit de maintenir l'avantage industriel technologique à des fins de sécurité nationale, a déclaré Gerck. L'UE dispose effectivement d'outils de financement pour la politique industrielle à l'échelle européenne, mais ils sont dispersés. Leur caractère tient au fait qu'ils constituent des exceptions à l'interdiction générale réglementaire idéologique de l'UE contre le financement public, ainsi qu'au manque de ressources. Et même si la communication de la Commission sur la sécurité économique mentionne de tels outils, il y a très peu d'argent frais européen pour une politique industrielle commune. Vers une solution étatique ? Au lieu d'une solution de financement pan-européenne, les dépenses nationales consacrées à la politique industrielle dominent. Cela est autorisé dans le cadre des projets importants d'intérêt européen commun, aussi appelés IPCEI, au nom intrigant. Les projets qui répondent aux critères bénéficiant d'une exemption des réglementations habituelles contre les aides d'États membres. Dans la pratique, les recours aux IPCEI favorisent les pays déjà riches, a déclaré Andreas Heil, chercheur en politique économique européenne à l'Institut Jacques Delors. Dans le passé, une partie de leur financement était à l'échelle européenne, mais le financement national dominera à l'avenir, a déclaré Heil. Jusqu'à présent, les IPCEI ont été principalement utilisés par l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suède, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'un outil pan-européen ou équitable. Le chercheur a critiqué cette approche centrée sur les États membres qui porte atteinte à la fois à une concurrence loyale et à la solidarité européenne. C'est là que la sécurité économique et plus particulièrement un programme de promotion pourrait entrer en jeu. Cela pourrait être un moyen d'européaniser le financement de la politique industrielle par l'intermédiaire de la Commission européenne elle-même plutôt que des gouvernements individuels. Cela conduirait à des conditions de concurrence plus équitables au sein de l'UE ainsi qu'à la possibilité d'offrir des mesures correctives aux pays d'Europe du Sud en retard sur le plan industriel. Un financement commun à l'échelle de l'UE pour la stratégie industrielle dans un tel cadre pourrait améliorer à la fois la croissance de l'UE et la concurrence interne. Une telle solution serait donc politiquement attractive et permettrait de sortir de l'impasse idéologique dans laquelle se trouvent les tentatives de combiner sécurité, commerce et marché. Cependant, passer à un programme de promotion nécessite plus qu'un simple financement commun. De nouveaux outils et un nouveau cadre analytique sont tous deux nécessaires. Plutôt que de simplement entreprendre des évaluations des risques, cela impliquerait le développement d'une analyse prospective des goulots d'étranglement stratégique qui entrave le développement des nouvelles technologies dans l'UE. L'approche de l'UE en matière de sécurité économique, basée sur le risque et l'accent mis sur la prévention des fuites technologiques, repose sur des hypothèses discutables quant au leadership continu de l'Europe dans les technologies critiques. Une Chine indétrônable ? La Chine est peut-être confrontée à des difficultés économiques allant du chômage des jeunes au vieillissement de la population en passant par l'effondrement de son secteur immobilier. Mais jusqu'à présent, sa force dans le secteur manufacturier n'en fait pas partie. La Chine possède de loin le plus grand secteur manufacturier au monde. Elle domine également l'industrie lourde et l'industrie manufacturière de pointe et a déployé plus de robots industriels que tous les pays réunis. Le seul domaine où elle a connu des difficultés est celui des semi-conducteurs, où ce n'est pas un hasard, les États-Unis et l'UE ont mis en œuvre des stratégies industrielles. La Chine consacre des sommes massives au soutien de la croissance technologique et de l'industrie manufacturière, et ce, de manière de plus en plus inventive. Ces efforts de politique industrielle ne doivent pas être rejetés d'emblée, mais plutôt évalués en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. En Chine, une attention particulière est portée à la promotion de l'innovation dans les secteurs manufacturiers stratégiques, en développant des petites et moyennes entreprises technologiquement innovantes. De nombreuses PME innovantes bénéficient désormais d'une multitude d'avantages gouvernementaux dans le cadre du nouveau système d'accélération. Ces avantages incluent l'accès au financement, aux subventions directes, au financement de la recherche, à la collaboration avec des entités étatiques, etc. Et la mission des PME soutenues par l'État, ajoutent les analystes, est l'innovation, la force manufacturière et l'autonomie. L'Europe, dans le cadre de la sécurité économique, n'a jusqu'à présent rien tenté de tel. Elle ne repense pas le système financier ou d'innovation de manière à promouvoir une fabrication de pointe, il en va de même pour les États-Unis. Même si la récente recommandation de l'UE sur l'évaluation des risques liés aux technologies critiques n'apporte
n'apporte rien de concret du côté de la croissance, l'adhésion de l'UE à la sécurité économique marque néanmoins un changement radical par rapport aux pratiques passées. De nombreuses batailles internes attendent l'UE entre la Commission et les États membres ainsi qu'avec l'industrie en termes d'élaboration et de mise en œuvre complète d'une stratégie. Et à mesure que ces politiques deviennent plus claires, l'UE pourrait encore se rendre compte qu'elle devra à terme mettre en œuvre des politiques industrielles promouvant les nouvelles technologies si elle veut parvenir à la sécurité économique. Mais il existe d'autres pays qui méritent d'être examinés pour trouver de nouveaux outils de financement et de nouvelles politiques visant à promouvoir les technologies critiques. L'UE s'est distinguée par ses euphémismes inventifs autour de la sécurité économique qui évitent de calomnier la Chine, comme l'autonomie stratégique et la réduction des risques. La volonté de l'Union européenne est de ne pas se faire cannibaliser par les ambitions chinoises, encore faudrait-il apprendre de nos erreurs et s'inspirer de notre principal concurrent asiatique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous, clocher, n'oubliez pas les gestes simples sur YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn pour ne pas perdre le fil. Un grand merci à nos soutiens sur YouTube ou Tipeee. Je rappelle bien sûr que les numéros de la revue numérique Terabellum sont disponibles sur le site Issou. N'oubliez pas votre adresse mail avec laquelle vous faites la transaction, c'est très important pour récupérer vos numéros. Vous pouvez prendre les numéros à l'unité, par exemple celui sur le Moyen-Orient, ou alors prendre un abonnement et recevoir le dernier numéro en date, celui sur l'Indo-Pacifique et les 3 prochains. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.